En chacun de nous, il y a un autre que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers les rêves. Carl Jung. Avez-vous déjà obtenu exactement ce que vous disiez vouloir, pour vous rendre compte, peu de temps après, que le vide était toujours là? Vous êtes-vous déjà senti inexplicablement attiré par quelqu'un qui possédait précisément ce que vous ne vous êtes jamais autorisé à exprimer en vous-même? Et avez-vous déjà remarqué que, lorsqu'une possibilité réellement importante se rapproche, une partie de vous commence soudainement à inventer des raisons de fuir? Dostoïevski écrivait dans Les Carnets du sous-sol: « L'homme aime parfois terriblement la souffrance, il l'aime passionnément, et c'est un fait. » Cette phrase dérange parce qu'elle révèle une contradiction que nous préférons souvent appeler malchance. Nous ne voulons pas toujours uniquement ce que nous recherchons. Parfois, nous sommes aussi émotionnellement attachés à ce qui nous empêche de le trouver. Vous dites rechercher l'amour, mais vous vous sentez attiré par ceux qui gardent leur distance. Vous dites désirer la liberté, mais vous ressentez de la culpabilité lorsque vous décevez les attentes des autres. Vous dites vouloir changer de vie, mais vous reculez lorsque le changement cesse d'être un fantasme et commence à exiger de véritables renoncements. C'est précisément à ce moment-là que l'idée associée à Jung, selon laquelle ce que vous cherchez semble également vous chercher, devient psychologiquement troublante. Non pas parce qu'une force invisible organiserait nécessairement les événements afin de vous offrir ce que vous désirez, mais parce que votre désir peut contenir des informations sur des parties de vous-même qui ont été réduites au silence. La personne fascinée par le courage a peut-être appris à survivre en obéissant. Celui qui désire désespérément être choisi a peut-être transformé d'anciennes blessures de rejet en un besoin permanent d'approbation. Celui qui envie quelqu'un capable de dire « non » a peut-être passé des décennies à confondre soumission et bonté. Jung appelait l'ombre tout ce que la conscience ne parvient pas à reconnaître comme faisant partie de soi. Et le contenu présenté ici touche précisément à ce point. L'ombre ne renferme pas seulement des caractéristiques considérées comme négatives. Elle peut aussi conserver notre capacité à nous affirmer, notre créativité, notre vulnérabilité et les désirs que nous avons sacrifiés pour préserver l'acceptation des autres. C'est pourquoi certaines choses semblent nous poursuivre. Les visages changent, les relations changent, les lieux changent, mais la blessure trouve un nouveau décor dans lequel réapparaître. Peut-être que ce que vous cherchez n'attend pas simplement d'être trouvé. Peut-être exerce-t-il une pression précisément sur cette partie de votre identité qui doit mourir pour que vous puissiez enfin l'accueillir. Et alors surgit une question bien plus dangereuse que « quand vais-je trouver ce que je cherche ?» Qui cesseriez-vous d'être si vous le trouviez enfin ? Il existe une différence brutale entre désirer quelque chose et en avoir psychologiquement besoin. Vous pouvez croire que vous recherchez l'amour, la liberté, la reconnaissance ou un but dans la vie. Mais bien souvent, l'intensité de cette quête ne vient pas seulement de la valeur de ce qui se trouve devant vous. Elle naît d'une absence ancienne. Imaginez un enfant qui comprend très tôt que sa spontanéité dérange. Lorsqu'il parle trop, on le réprimande. Lorsqu'il exprime sa colère, il perd de l'affection. Lorsqu'il n'est pas d'accord, il se heurte au silence. Peu à peu, il apprend une règle que personne n'a besoin de lui expliquer. Pour continuer à appartenir au groupe, certaines parties de lui doivent disparaître. L'enfant ne pense pas « je suis en train de construire une identité adaptative ». Il s'adapte tout simplement. Des décennies plus tard, cet enfant peut être devenu un adulte poli, fiable, incapable de décevoir qui que ce soit. Tout le monde dit de lui qu'il est une personne merveilleuse. Le problème apparaît lorsqu'il rencontre quelqu'un qui vit avec une liberté presque offensante. Quelqu'un qui dit non sans se justifier, qui abandonne ce qu'il ne désire pas, qui ne s'excuse pas d'occuper sa place. Et alors surgit une fascination disproportionnée. Pourquoi ? Parce qu'il n'admire peut-être pas seulement cette personne. Il contemple une possibilité de lui-même qu'il a dû enterrer. C'est ici que la psychologie de Jung devient inconfortable. L'ombre n'est pas simplement un réservoir de cruauté, d'envie ou d'impulsion honteuse. Elle peut également contenir des qualités légitimes qui ont été exclues de la personnalité consciente parce qu'elles menaçaient le sentiment d'appartenance, l'approbation ou la sécurité. Le contenu de référence souligne précisément cette dimension. Celui qui a dû être obéissant peut dissimuler sa capacité à s'affirmer. Celui qui a dû paraître fort peut enfouir sa vulnérabilité. Ces caractéristiques ne disparaissent pas simplement parce qu'elles ont été réprimées. Elles continuent d'agir sans être reconnues.
C'est pourquoi certaines personnes provoquent en nous une réaction qui semble beaucoup trop intense par rapport à ce qui s'est réellement passé. Vous admirez trop, vous enviez trop, vous détestez trop, vous avez trop besoin de l'autre. L'autre devient un écran sur lequel se projette une partie inconnue de votre propre vie. Et cela explique l'un des pièges les plus cruels de la quête humaine. Vous commencez à poursuivre à l'extérieur ce que vous êtes incapable de reconnaître à l'intérieur de vous-même. Vous voulez posséder la personne libre au lieu de retrouver votre propre liberté. Vous voulez être choisi par la personne sûre d'elle au lieu d'affronter votre propre insécurité. Vous voulez recevoir de quelqu'un le courage que vous continuez à vous interdire. Alors vous changez de relation, d'emploi, de ville, de groupe. Le décor change, mais le mécanisme demeure. Le document utilisé comme source d'inspiration décrit justement la projection comme ce mouvement par lequel des potentiels et des désirs encore non reconnus sont projetés sur des personnes et des circonstances extérieures. Lorsque la projection s'affaiblit, l'ancien vide réapparaît et c'est peut-être pour cette raison que certaines quêtes semblent ne jamais prendre fin. Vous obtenez ce que vous vouliez. Pendant quelques mois, vous ressentez un soulagement. Puis quelque chose recommence à vous déranger. Parce que l'objet trouvé ne pouvait jamais, à lui seul, vous rendre ce que vous aviez abandonné pour parvenir à appartenir. En ce sens, ce que vous cherche aussi. Non pas comme une promesse du destin, mais comme un contenu psychologique refoulé qui continue de trouver des moyens de frapper à la porte de votre conscience. La question troublante n'est donc pas seulement « qu'est-ce que je désire tant trouver ?» Elle est plutôt « quelle partie de moi suis-je capable d'admirer chez les autres, de désirer chez les autres et même d'envier chez les autres, mais que je ne parviens toujours pas à accepter en moi-même ?» Il y a des personnes qui entrent dans votre vie et qui, en quelques jours seulement, semblent prendre une importance démesurée. Vous pensez à elles dès votre réveil, vous interprétez leurs messages, vous repassez vos conversations dans votre tête. Quelques heures de silence suffisent à provoquer de l'anxiété. Un geste minime fait naître de l'espoir, et vous appelez cela une connexion. Mais il existe une question que presque personne ne souhaite se poser. Quelle part de cette personne lui appartient réellement ? Et quelle part avez-vous projeté sur elle ? Jung appelait projection l'un des mécanismes par lesquels des contenus inconscients sont perçus comme s'ils appartenaient au monde extérieur. Le contenu utilisé comme source d'inspiration décrit précisément cette dynamique. Des qualités, des espoirs et des potentiels que nous n'avons pas encore reconnus en nous peuvent être projetés sur des personnes, des carrières et même des lieux, leur donnant ainsi une force extraordinaire à nos yeux. Imaginez quelqu'un qui a passé des années à se sentir invisible. Puis cette personne rencontre quelqu'un de sûr de lui, intense, apparemment libre. Cette personne ne représente plus seulement une relation possible. Elle commence à incarner tout ce qui a toujours manqué. La reconnaissance, le courage, le sentiment d'appartenance, la vie elle-même. C'est à ce moment-là que l'autre cesse d'être simplement humain. Il devient un symbole. Vous ne désirez plus seulement sa présence, vous désirez ce que vous croyez pouvoir devenir s'il vous choisit. C'est pourquoi le rejet peut provoquer une douleur disproportionnée. Ce n'est pas seulement une personne qui s'en va, c'est toute une identité imaginaire qui s'effondre avec elle. Et il existe quelque chose d'encore plus troublant. Tant que la projection reste intacte, vous parvenez difficilement à voir la personne qui se trouve réellement devant vous. Vous voyez du potentiel là où existent des incompatibilités. Vous appelez mystère l'indisponibilité émotionnelle. Vous interprétez des miettes d'attention comme de la profondeur. Vous ignorez les faits parce que perdre cette illusion signifierait devoir reprendre en vous tout ce que vous aviez projeté sur l'autre. Alors, le cycle commence. Idéalisation, rapprochement. Dépendance émotionnelle, déception, rupture, puis une nouvelle idéalisation. Le visage change mais le besoin demeure. Le document de référence souligne précisément ce moment, lorsque la personne réelle révèle ses limites et ne parvient plus à soutenir tout ce qui a été projeté sur elle, l'ancien vide réapparaît. Beaucoup concluent alors qu'ils ont simplement choisi le mauvais partenaire et recommencent immédiatement leur recherche. Mais peut-être que l'échec ne réside pas uniquement dans le choix. Peut-être réside-t-il dans la fonction secrète que vous avez attribuée à ce choix. Aucune relation ne peut porter indéfiniment la responsabilité de réparer ce que vous ne parvenez pas à reconnaître en vous-même. C'est pourquoi l'idée selon laquelle ce que vous cherchez vous cherche aussi possède un aspect beaucoup moins romantique. Ce qui vous fascine peut révéler une partie inconsciente de votre propre structure psychique. Votre obsession peut dissimuler une absence.
Votre admiration peut révéler une capacité refoulée. Même votre envie peut fonctionner comme une carte indiquant une vie que vous ne vous êtes jamais autorisé à vivre. Et peut-être que mûrir commence précisément lorsque vous parvenez à libérer l'autre de l'obligation de porter ce qui vous appartient. Car il existe une question capable de faire s'effondrer bien des passions. Si cette personne cessait de représenter tout ce qui vous manque, choisiriez-vous encore celle qu'elle est réellement ? Il existe un moment étrange dans certaines quêtes. Ce qui semblait impossible commence enfin à se rapprocher. Et vous reculez. Pendant des années, vous vous plaignez que personne ne parvient à franchir vos défenses. Puis quelqu'un d'émotionnellement disponible apparaît et soudain vous commencez à lui trouver des défauts qui, auparavant, n'auraient eu aucune importance. Vous passez des mois à attendre une opportunité professionnelle. Lorsqu'elle se présente enfin, vous procrastinez, vous doutez de vos capacités et vous envisagez de rester exactement là où vous étiez. Vous dites désirer la liberté. Mais lorsque vous pouvez enfin choisir sans demander la permission, vous ressentez de la culpabilité. Cela semble incohérent. Pourtant, une logique silencieuse se cache derrière ce comportement. Tant qu'une chose reste lointaine, vous pouvez la désirer sans avoir à affronter les conséquences de sa réalisation. Le fantasme est rassurant. Dans le fantasme, la relation parfaite n'exige jamais de vulnérabilité. Le travail idéal n'exige jamais de responsabilité. La liberté ne vous oblige jamais à assumer le prix de vos propres décisions. Mais la réalité, elle, exige un prix. Imaginez quelqu'un qui a passé 20 ans à être indispensable à tout le monde. Cette personne résout les problèmes, évite les conflits, supporte les excès et dit rarement non. Secrètement, elle rêve d'une vie dans laquelle elle pourrait enfin choisir pour elle-même. Puis un jour, elle reçoit une proposition pour aller vivre loin. C'était exactement ce qu'elle disait vouloir. Curieusement, elle ne ressent pas seulement de l'enthousiasme. Elle ressent aussi de la peur, parce qu'accepter signifie décevoir certaines personnes. Cela signifie cesser d'être celui ou celle qui est toujours disponible. Cela signifie découvrir s'il existe réellement une identité derrière ce rôle consistant à être indispensable aux autres. Et c'est alors que l'auto-sabotage apparaît. La personne commence à trouver des problèmes dans cette proposition. Elle se dit que ce n'est peut-être pas le bon moment. Elle se convainc que rester est une preuve de maturité. Mais toute prudence n'est pas forcément de la prudence. Parfois, nous appelons rationalité ce qui ne fait que protéger une ancienne identité. C'est précisément ce qui passe souvent inaperçu. Vous ne protégez pas uniquement ce que vous aimez chez vous. Vous protégez également des schémas qui vous font souffrir lorsqu'ils vous offrent quelque chose de prévisible. Une relation émotionnellement distante peut vous faire souffrir, mais vous savez comment y survivre. Être ignoré fait mal, mais cela vous est peut-être familier. Passer votre vie à essayer de prouver votre valeur vous épuise, mais cela vous donne une mission que vous connaissez déjà. L'inconnu pose un autre problème. Si quelqu'un vous aime réellement, peut-être ne pourrez-vous plus rendre l'absence d'amour responsable du vide que vous ressentez. Si vous obtenez l'opportunité tant désirée, peut-être devrez-vous découvrir ce qui existe après la réussite. Si vous apprenez à poser des limites, certaines relations survivront peut-être, tandis que d'autres révéleront qu'elles n'existaient que parce que vous n'en aviez jamais posé. C'est pourquoi trouver ce que nous recherchons peut provoquer une véritable crise intérieure. La réussite menace la structure psychologique que nous avons construite pendant l'absence. Vous pensiez vouloir simplement franchir une porte. Vous n'aviez pas compris que certaines portes se referment derrière ceux qui les franchissent. Et c'est peut-être précisément à ce moment-là que ce que vous cherchez semble également vous chercher. Lorsque la vie place devant vous une possibilité qui exige non seulement le courage de la saisir, mais aussi la volonté d'abandonner la version de vous-même qui ne savait que la désirer de loin. Observez donc les moments où vous reculez devant ce que vous affirmez vouloir. Ce n'est peut-être pas toujours un manque de discipline. Peut-être qu'une ancienne identité lutte simplement pour continuer d'exister. Car certaines personnes n'ont pas seulement peur d'échouer, elles ont peur de réussir et de découvrir qu'elles ne savent plus qui elles sont après cela. Il existe quelque chose de déconcertant dans l'esprit humain. Parfois, ce que nous évitons le plus n'est pas exactement ce que nous ne voulons pas. C'est ce qui menace de révéler qui nous pourrions devenir. Vous évitez une certaine conversation parce que vous savez qu'après celle-ci, vous ne pourrez peut-être plus continuer à prétendre que tout va bien. Vous évitez de poser une limite parce que vous savez que certaines personnes ne restent dans votre vie que tant que vous acceptez l'inacceptable. Vous évitez de montrer ce que vous ressentez parce que vous avez construit toute une identité fondée sur une apparence de contrôle.
Alors vous appelez cela de la prudence. Mais derrière cette prudence peut se cacher la peur de voir votre équilibre intérieur bouleversé. Nietzsche écrivait « Il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile dansante ». Cette phrase ne doit pas nécessairement être transformée en célébration de la souffrance. Son aspect le plus dérangeant se trouve ailleurs. Ce qui ressemble à un désordre intérieur peut également contenir des possibilités qu'une personnalité trop rigide et trop organisée ne parvient pas à accepter. Parce que vous avez passé des années à mettre chaque chose à sa place. La colère a été enfermée parce que vous deviez être agréable. La vulnérabilité a été dissimulée parce que vous deviez paraître fort. L'ambition a été réduite pour ne pas déranger. Le désir a été réduit au silence pour ne décevoir personne. Mais rien de tout cela n'a disparu. Imaginez une femme connue pour ne jamais perdre patience. Elle supporte les interruptions, les intrusions, les exigences. Lorsque quelqu'un dépasse ses limites, elle sourit et répond « Ce n'est pas grave ». Mais si, c'est grave. Le soir, elle repasse mentalement certaines conversations. Elle imagine les réponses qu'elle n'a jamais eu le courage de donner. Elle commence à ressentir de l'irritation envers des personnes qui, en apparence, n'ont rien fait de particulièrement grave. Jusqu'au jour où une petite demande provoque une réaction démesurée. Tout le monde est surpris, elle aussi. Le problème n'est pas né à cet instant. Cette explosion n'était que le résultat accumulé de centaines de petits « oui » prononcés, alors qu'une partie d'elle-même voulait dire « non ». C'est ainsi que les contenus refoulés reviennent. Pas toujours sous la forme de pensées claires. Parfois, ils apparaissent sous forme de ressentiment, d'attirance inexplicable, d'envie, d'impulsivité ou d'une résistance intense face à certaines personnes. Vous voyez quelqu'un poser ses limites et vous pensez « quelle personne égoïste ». Peut-être l'est-elle, mais il existe également une autre possibilité plus inconfortable. Peut-être que cette personne exprime une liberté que vous vous êtes interdite à vous-même. C'est pourquoi confronter ce qui a été refoulé ne signifie pas obéir aveuglément à chacune de ses impulsions. Ressentir de la colère n'autorise pas la cruauté. Désirer la liberté n'élimine pas la responsabilité. Reconnaître son égoïsme ne signifie pas transformer l'égoïsme en vertu. Le véritable travail consiste à prendre conscience de ce contenu avant qu'il ne choisisse à votre place. Car ce qui demeure niais ne reste pas immobile. Cela influence vos choix, déforme vos relations et apparaît sous des formes déguisées précisément dans les situations où vous croyez agir de manière parfaitement rationnelle. Et c'est ici que la quête change de direction. Peut-être que ce que vous recherchez, le courage, l'autonomie, l'intensité, la capacité d'aimer, se trouve justement mêlé aux caractéristiques que vous avez appris à rejeter. C'est pourquoi certains changements semblent si menaçants. Vous ne découvrez pas seulement quelque chose de nouveau. Vous retrouvez quelque chose qui vous appartenait déjà. Et peut-être que la question n'est plus « pourquoi cela m'effraie-t-il autant ?» mais plutôt « qu'y a-t-il à l'intérieur de cette peur que vous seriez obligé de reconnaître en vous-même si vous cessiez de fuir ?» Après avoir reconnu vos projections, pris conscience de votre auto-sabotage et affronté ce que vous avez passé des années à réprimer, un problème surgit dont presque personne ne parle. Vous ne redevenez pas celui que vous étiez. Et c'est peut-être la partie la plus difficile de toute transformation psychologique. Car découvrir une vérité sur soi-même ne signifie pas automatiquement savoir quoi en faire. Vous comprenez que vous avez vécu en essayant de plaire aux autres, mais vous ressentez encore de la culpabilité lorsque vous dites non. Vous comprenez que vous avez idéalisé certaines personnes, mais elles continuent malgré tout à vous manquer. Vous reconnaissez être resté pendant des années dans des situations qui vous diminuaient, mais les quitter ne fait pas immédiatement naître une nouvelle identité. Il existe un intervalle inconfortable entre le moment où vous cessez d'être celui que vous étiez et celui où vous découvrez qui vous pouvez désormais devenir. Durant cet intervalle, votre ancienne vie peut commencer à vous sembler étrange. Des conversations qui paraissaient autrefois normales deviennent épuisantes. Des relations construites autour de votre disponibilité commencent à connaître des conflits. Des objectifs poursuivis pendant des années perdent une partie de leur sens. Et vous pouvez interpréter tout cela comme le signe que vous êtes perdu. Mais peut-être que ce qui disparaît n'est qu'une structure qui avait besoin de votre inconscience pour continuer à fonctionner. Imaginez un homme qui a passé toute sa vie à essayer d'être indispensable. Dans sa famille, il résout tous les problèmes. Au travail, il accepte les tâches dont personne ne veut. Dans ses relations, il transforme l'amour en utilité. Il croit être généreux. Jusqu'au jour où il comprend qu'un accord silencieux se cache derrière cette générosité. S'ils ont besoin de moi, ils ne pourront pas m'abandonner. Lorsqu'il voit enfin ce mécanisme, quelque chose se brise.
Il commence à refuser certaines demandes, il cesse d'accourir immédiatement dès que quelqu'un l'appelle. Il laisse les autres résoudre les problèmes qui leur appartiennent. Et alors, quelque chose d'effrayant se produit. Certaines personnes s'éloignent. D'autres lui disent qu'il a changé. Elles ont peut-être raison. Car lorsque vous modifiez le rôle que vous jouez, vous transformez également les relations qui dépendèrent de ce rôle. C'est ici que commence une véritable reconstruction. Non pas à travers de grandes déclarations sur le fait de se trouver soi-même, mais à travers de petites décisions qui ne répondent plus automatiquement aux anciennes peurs. Vous prenez un moment avant de dire oui. Vous supportez l'inconfort de ne pas devoir expliquer chacun de vos choix. Vous remarquez les moments où vous essayez d'impressionner quelqu'un. Vous restez silencieux lorsque vous ressentez l'envie de supplier pour obtenir de la reconnaissance. Vous vous demandez si un désir vous appartient réellement ou s'il est né de votre besoin d'être reconnu. Peu à peu, l'énergie autrefois utilisée pour maintenir un personnage revient vers des décisions plus conscientes. Et alors, la phrase centrale de ce cheminement prend un autre sens. Ce que vous cherchez vous cherche aussi. Non pas parce que la vie serait obligée de vous offrir des personnes, des opportunités ou des événements précis, mais parce qu'à mesure que votre structure intérieure se transforme, vous commencez à reconnaître des possibilités que vous ignoriez auparavant et vous cessez d'alimenter des situations que vous confondiez autrefois avec le destin. L'amour que vous recherchiez exige peut-être que vous soyez capable de rester entier au sein d'une relation. La liberté que vous désiriez exige peut-être que vous appreniez à supporter la désapprobation. Le but que vous cherchiez exige peut-être que vous abandonniez une identité construite pour impressionner des personnes qui ne vous regardent même plus. Au fond, peut-être que cette quête n'a jamais consisté uniquement à trouver quelque chose. Peut-être consistait-elle à devenir psychologiquement capable de le trouver sans le transformer une nouvelle fois en prison. Car il existe une immense différence entre obtenir ce que vous désirez et être prêt à vivre avec ce que vous avez obtenu. Et après tout ce cheminement, une dernière question demeure: si ce que vous avez passé des années à chercher apparaissait aujourd'hui devant vous, trouverait-il la même personne qui avait commencé cette quête, ou quelqu'un qui, enfin, n'a plus besoin de s'abandonner lui-même pour pouvoir l'accueillir? Peut-être est-il désormais possible de comprendre que cette quête n'a jamais été aussi simple qu'elle en avait l'air. Vous pensiez rechercher une personne, une opportunité, de la reconnaissance, de la liberté, ou une expérience capable de remettre enfin chaque chose à sa place. Mais, au fil du chemin, une autre possibilité est apparue. Peut-être que certaines des choses qui vous fascinent le plus révèlent Dieu des parties de vous qui ont été refoulées. Peut-être que certaines personnes ont reçu les projections de désir que vous n'étiez pas encore capable de reconnaître comme étant les vôtres. Peut-être que ce que vous avez appelé malchance n'était à certains moments qu'une répétition. Et peut-être que certaines opportunités ont été sabotées non pas parce que vous ne les désiriez pas, mais parce que les accepter aurait exigé d'abandonner une identité familière. C'est précisément ce qui rend cette quête si contradictoire. Vous ne recherchez pas seulement ce que vous désirez. Vous avancez dans cette quête en portant également tout ce que vous avez peur de perdre. C'est pourquoi trouver ne résout pas nécessairement le conflit. Parfois, trouver ne fait que le révéler. Car une personne peut vous offrir de l'amour, mais elle ne peut pas vous obliger à croire que vous méritez de le recevoir. Une opportunité peut ouvrir une porte, mais elle ne peut pas la franchir à votre place. La liberté peut se présenter, mais avec elle vient aussi la responsabilité de ne plus avoir quelqu'un d'autre à blâmer pour les choix que vous continuez à repousser. C'est peut-être en ce sens que ce que vous cherchez vous cherche aussi, non pas comme une promesse que l'univers vous donnera ce que vous désirez, mais parce que ce qui déclenche en vous les réactions les plus profondes peut agir comme un miroir, révélant des désirs, des peurs, des absences et des possibilités qui sont restées trop longtemps hors de votre conscience. Et une fois que vous en prenez conscience, certaines questions cessent d'être confortables. Combien de fois avez-vous appelé amour ce qui n'était que la peur d'être abandonné? Combien de fois avez-vous appelé bonté votre incapacité à poser des limites? Combien de fois avez-vous appelé destin ce qui n'était qu'un même schéma répété avec des personnes différentes? Et combien de fois avez-vous affirmé rechercher une nouvelle vie tout en faisant tout votre possible pour préserver l'ancienne version de vous-même? Peut-être que la question finale n'est pas « Quand ce que je cherche arrivera-t-il enfin ?» Peut-être est-elle bien plus inconfortable. Si ce que vous cherchez vient également dans votre direction, quelle version de vous-même sera là pour l'accueillir lorsque cette rencontre aura lieu? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Et j'aimerais vous lancer une invitation.
Écrivez dans les commentaires quelle partie de cette vidéo vous a fait reconnaître quelque chose que vous évitiez jusqu'à présent d'admettre sur vous-même. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre histoire. Parfois, une seule phrase suffit pour révéler l'endroit où un masque a commencé à se fissurer. Si ce contenu vous a amené à réfléchir, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche peut-être depuis trop longtemps des réponses toujours aux mêmes endroits. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.